Bonjour, aujourd'hui encore dans la continuité des séries d'enregistrements du cours de la paléontologie évolutive et du paléo-environnement, je vais amorcer maintenant un chapitre qui ne manque pas d'intérêt par rapport aux deux premiers et surtout celui de l'évolution, le dernier que j'ai évoqué dans les derniers enregistrements. C'est bien sûr l'explication de l'ensemble. On va parler de la paléoécologie et de la paléoécologie. Là, on va évoquer le terme d'écologie. Mais cette fois-ci, on va travailler sur un matériel qui est très ancien. C'est la paléontologie et la paléoécologie. Mais c'est quoi la paléoécologie? Tout simplement, c'est une science qui fait partie de la paléontologie et qui essaye d'étudier un peu tout simplement les relations entre les êtres vivants. Je veux dire les relations entre les êtres vivants. Il y a deux types de relations. Les relations sont régies par deux choses. Par ce qu'on appelle les aspects physico-chimiques. C'est-à-dire, là, on évoque le terme de paléobiotope. Le biotope, c'est l'environnement, c'est l'èche. Paléo, ancien. L'èche, ancien. C'est le biotope ancien. C'est l'environnement ancien. C'est le milieu ancien. C'est le milieu naturel ancien. C'est ce qu'on appelle actuellement écosystème. Alors, là, lorsqu'on parle de paléobiotope, on dit un environnement désertique, un environnement glaciaire, etc., etc. Ils ne sont pas les mêmes. Donc ce sont deux environnements qui sont différents. C'est-à-dire le mode de vie des espèces, il n'est pas la même. Donc automatiquement, on en serait obligé de parler de ce qu'on appelle la paléobiocenose. C'est-à-dire, là, ce ne sont pas les aspects physico-chimiques, mais les aspects biologiques. C'est-à-dire tout simplement les aspects qui sont propres à l'espèce elle-même, ou bien aux espèces elles-mêmes. C'est-à-dire شي حاجة اللي عندها علاقة بالespèce براسها، ما عندهاش علاقة بالمilieu. Il y a les espèces fortes, les espèces qui ne sont pas fortes. Il y a les espèces intelligentes. Les singes sont très intelligents. Ça, on la connaît. Voilà, c'est-à-dire relation. On parle aussi d'écologie rétrospective. Rétro, ça vient de rétro, c'est-à-dire arrière. C'est comme le rétroviseur de la voiture, pour regarder un peu ce que les voitures qui viennent derrière, ou bien ce qu'on voit derrière. C'est-à-dire, c'est la vision en arrière de ce qui s'est passé il y a longtemps, soit en milliers d'années, soit en millions d'années, etc., etc. Et c'est là qu'on va évoquer la paléontologie. Pour cela, un certain nombre de disciplines sont obligatoires à savoir. Il y a tout d'abord la paléontologie, la palycnologie, la palynologie, l'étude des pollens. Maintenant, il y a un exemple, à partir des études du pollen, on peut avoir un peu la migration des pollens. C'est la migration des pollens pour envahir de nouveaux environnements, etc., etc. Et bien sûr, la migration des pollens, elle est régie par les vents. Et les vents, du point de vue géodynamique, voilà, il y a des pollens, etc. C'est comme le déplacement des sables qu'on a vu dans la géodynamique externe. Il y a les pollens. Et bien sûr, on peut envahir d'autres environnements. Et puis, il y a la géochimie, on peut étudier les volcans, la nature des métaux, etc., qui sont très anciens. La sédimentologie, c'est surtout la caractérisation sédimentologique des environnements anciens. Comme on sait, il y a les milieux marins, il y a le milieu... Mais dans le milieu marin, voilà, il y a des poissons qui vivent, etc. C'est de l'eau salée. Il y a le milieu continental. Il y a les milieux intermédiaires. Et même dans le milieu continental, il y a les lacs. Là, ce ne sont pas des milieux marins, mais on peut dire des milieux aquatiques. Mais il y a toujours des poissons d'eau douce. Dans la Terre, en général, donc il a subi un certain nombre d'évolutions depuis sa création. En effet, l'exemple le plus spectaculaire,
c'est qu'il y a un peu plus de 200 millions d'années, il y avait la Pangée, ou bien ce qu'on appelle le supercontinent, avec un seul morceau, la Gondwana, la Laurasia, bien collées les unes que les autres. L'ensemble de super morceaux est entouré par un seul océan, le Panthalassa. Mais depuis, rien ne se perd, rien ne se gagne. Le tout se transforme. On a les mêmes continents, on a les mêmes océans. On a toujours plus de 75% du niveau océanique dans la planète Terre. Sauf, tout simplement, il y avait un seul océan qui entourait un peu le supercontinent, qui est appelé la Pangée. Alors, cette fabrique-là, crustale, comme par hasard, il y avait ce qui a été avancé comme théorie, la dérive des continents. Avec la dérive des continents, il n'y avait pas un seul super-océan. Mais il y avait tout simplement plusieurs océans qui vont se créer. Il y a maintenant l'Atlantique, il y a la Méditerranée, l'océan Indien, l'océan Pacifique. Il y a le golfe de Suez, des petits golfes de Suez, la mer Rouge, etc. Des environnements marins, certes, mais qui ne sont pas de même largeur, de même grandeur. Automatiquement, ils ne vont pas abriter les mêmes espèces. On ne va pas trouver les mêmes espèces. On ne va pas trouver des baleines qui vont chercher un peu le canal de Suez pour parvenir, pour manger. Bien sûr, l'écosystème, il est très petit pour elles. Et alors, ils doivent, elles aussi, s'approprier des ressources nares avec les grandes communautés de sardines qui existent dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Bien sûr. Donc, c'est un environnement. Toutes les espèces, que ce soit marine, que ce soit continentale, le but primordial, c'est l'appropriation des ressources rares. Pour cela, on se trouve dans l'obligation de faire un peu la différence entre un certain nombre de systèmes concernant la caractérisation des paléobiotopes anciens et des paléobiotopes qui sont récents. Automatiquement, les différentes synthèses paléogéographiques sont d'autant plus complexes que les terrains sont très anciens. Donc, pour un peu connaître ces différents systèmes, ou bien écosystèmes anciens, on doit étudier la biostratigraphie, la paléogéographie, les paléo-environnements, etc. Pour la biostratigraphie, les fossiles ont un intérêt essentiel, comme vous le savez, pour les datations. Mais il y a deux types de datation. Il y a la datation relative, c'est-à-dire des datations qui sont basées sur les êtres anciens ayant vécu sur notre planète Terre, et il y a la datation absolue, c'est la datation géochronologique, ou bien c'est la datation par les isotopes radioactifs. Bien sûr, je ne vais pas détailler ce point-là, il sera détaillé dans la deuxième partie concernant la stratigraphie. On parle un peu de fossiles marqueurs ou bien de fossiles stratigraphiques, c'est-à-dire qui ont une durée de vie très courte. Pourquoi les fossiles stratigraphiques? D'ailleurs, ce sont les bons fossiles. Plus un fossile a une durée de vie qui est très courte, plus il est le plus bon pour un paléontologue ou bien par un géologue pour déterminer un peu la datation. Mais lorsqu'on parle, je parle de certains fossiles qui ont une durée de vie qui est très longue, par exemple 150-200 millions d'années. Il y a par exemple des fossiles, certains crustacés, depuis le Cambrien, 570 millions d'années jusqu'à l'actuel. Alors si je trouve un certain nombre de crustacés comme des crevettes ou bien des scorpions, pour le scorpion, oui, c'est très bon de voir un scorpion dans une couche géologique. C'est un bon fossile. Mais ce n'est pas
un beau fossile stratigraphique. Il est différent entre bon et beau. Bon, zouéwen. Beau, un beau fossile pour la datation. Alors, je ne veux pas les bons fossiles, je veux les beaux fossiles, les bons fossiles stratigraphiques qui vont me donner. Par exemple, il y a un fossile qui s'appelle les graptolites. Les graptolites, ils n'ont pas vécu depuis 4,6 milliards, depuis la formation de la Terre. Il n'y a plus de graptolites. Mais lorsqu'on trouve les graptolites, on les trouve dans un étage de l'ère primaire qui s'appelle le Silurien au Paléozoïque inférieur. Le Silurien, il est très court. C'est-à-dire, il n'est pas beau, mais il est bon. C'est-à-dire, lorsque je trouve un graptolite, là, je suis à l'aise. Je ne suis pas dans le secondaire. Je ne suis pas. Mais il y a quand même de bons fossiles stratigraphiques. Lorsque je trouve un dinosaure, les dinosaures ont vécu sur notre planète Terre durant l'ère mésozoïque. Lorsque je trouve des ossements des dinosaures, alors là, au moins, bien sûr, c'est très large. L'ère secondaire, c'est depuis 200 millions d'années jusqu'à un peu 60 millions d'années. C'est 140 millions d'années, mais quand même, ce n'est pas le Paléozoïque, ce n'est pas du 400 millions d'années, etc., etc. Donc, ça reste quand même un bon fossile stratigraphique. Lorsque je trouve les ammonites, c'est la même chose que les dinosaures. Mais tout simplement, la différence, sont tous du Mésozoïque, ces ammonites. C'est bon, ce sont de bons fossiles. Mais la différence avec les dinosaures, c'est qu'ils ont peuplé le milieu marin. Vous savez, la même chose et la même information la plus importante, c'est que les ammonites et les dinosaures ont disparu comme par hasard, en même temps, par l'extinction de la fin du secondaire. C'est ça l'intérêt entre les deux. Alors, c'est la différence entre les ammonites et les dinosaures. Et il y a une grande répartition géographique, soit verticale, soit horizontale. Alors, lorsque je parle verticalement, c'est lorsque j'ai tout simplement les couches A, B, C, D, E, F. Il y a le principe de continuité, la couche A plus ancienne que la couche B, plus ancienne que la couche C, etc., etc. Mais lorsque je parle de latéralement, c'est le passage latéral du faciès. Là, je trouve des grès, là, je trouve des conglomérats, et là, je vais trouver, par exemple, des calcaires. Là, j'ai un milieu continental qui va passer à un milieu intermédiaire, qui va passer à un milieu marin. C'est-à-dire, je peux avancer un peu des interprétations paléogéographiques telles qu'une transgression. La transgression, tout simplement, ou bien une régression. La transgression, c'est lorsque le niveau marin augmente à l'échelle de la planète. Pardon. Une transgression, c'est lorsqu'elle est conditionnée par le climat. Lorsqu'il y a une augmentation du climat à l'échelle planétaire, automatiquement, le pôle Nord et le pôle Sud, il est glaciaire. Le pôle Nord et le pôle Sud, il est glaciaire, donc automatiquement, il y aura un réchauffement climatique et le taux de glace va automatiquement se transformer en eau. Automatiquement, le niveau des mers va augmenter. Si le niveau de mer va augmenter, il va être aux dépens du milieu continental. Et l'inverse, en refroidissement climatique, l'eau de mer va devenir glace et bien sûr, il y aura une diminution du niveau marin, c'est ce qu'on appelle le niveau eustatique. On peut dire que les couches sont plus ou moins anciennes les unes par rapport aux autres. C'est pour cela que cette chronologie relative n'est pas vraiment précise. On préfère la chronologie absolue, mais bien sûr, elle est très coûteuse. Les fossiles marqueurs, ils vont définir un certain nombre de biozones. Chaque biozone, il a été vécu par des populations, par des communautés, par des espèces qui ont vécu ensemble, soit en symbiose, c'est-à-dire ensemble, ils mangent ensemble dans mon environnement. On voit des animaux. Il y a des animaux qui sont plus forts, des animaux qui sont plus faibles. Mais il y a toujours une source d'eau, on attend l'animal le plus fort qui va boire. Lorsqu'il part, voilà, c'est l'animal le plus faible qui va boire.
Mais il y a aussi l'animal le plus intelligent. الذكي. كاين الانيمال اللي ذكي واخا يشوف السبع ماشي هكا كيعرف فوقاش السبع غادي يمشي كيقدر يهاوبلو ويمشي ياخذ من ديك العين ويشرب منها وإتسيتيرا. هذه une vie en symbiose mais en même temps en prédation. Le plus fort qui tue le moins fort pour le manger. Et il y a une autre vie, le parasitisme. Le parasitisme, qu'il y a un autre. C'est-à-dire, il y a une vie aux dépens d'un autre. Mais tout le monde vit. Voilà, le tout dans un même écosystème. Alors, en exemple, par exemple, dans les différentes nomenclatures, lorsqu'on trouve un nouveau fossile, on lui donne le nom de la région ou bien le nom de l'auteur. Généralement, ce sont les noms de régions. Par exemple, il y a les Ardennes en France. Il y a une nouvelle époque qui s'appelle le JV. Il y a le JV, une zone, etc. Et on a donné l'âge le JVsien, par exemple. Et parfois, on donne par rapport à la nature de la roche. Par exemple, lorsqu'on parle de Crétacé, c'est la craie. Lorsqu'on parle du Maastrichtien, c'est à la fin du Crétacé, c'est Maastricht. C'est la région du Maastricht, c'est la ville de Maastricht, etc. Alors, certains fossiles ne sont pas de bons fossiles stratigraphiques. C'est l'exemple de la blatte. On voit la blatte actuellement, mais la blatte, elle était déjà il y a 300 millions d'années. C'est-à-dire, lorsque je trouve une blatte sur une couche géologique, je ne peux pas savoir si elle est de 100 millions d'années, 150. Ce n'est pas un bon fossile stratigraphique. Quand on ne se sert pas de fossiles marqueurs, on se sert des associations fossiles, ça on va le détailler encore plus dans la seconde partie de stratigraphie. On va étudier les biozones, c'est toujours dans le même module, les biozones, etc. Et les associations fossiles. Et bien sûr, les associations fossiles, ils sont basés surtout sur des analyses statistiques. Le nombre de fossiles, la densité de fossiles, c'est-à-dire si on connaît le nombre, la densité, etc., on pourra avoir une idée sur les associations fossiles. L'utilisation de ces associations sur plusieurs groupes permet de donner une précision sur ce qu'on appelle l'échelle stratigraphique. Le paléo-environnement, comme on a parlé de paléostratigraphie, il va nous permettre de reconstituer un paléo-environnement. D'accord? Donc, c'est la vue rétrospective dont j'ai parlé tout à l'heure. La datation des terrains, donc, permet d'étudier les paléo-environnements, c'est-à-dire, il nous donne un peu des datations sur des informations sur la vie passée. C'est-à-dire, j'étudie le paléo-environnement, je connais la profondeur. Ou la profondeur, on l'utilise surtout dans le milieu marin ou bien dans le milieu aquatique. Un lac ou les lacs ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même profondeur. La température, lorsque je trouve des coraux, ils sont en milieu plus profond et en eau chaude, par exemple, et ils aiment les vagues, ils aiment l'activité biologique, etc., etc. Il y a la salinité. Un exemple, il y a la Méditerranée, il y a l'Atlantique. La Méditerranée, mais il y a l'Atlantique. L'Atlantique, il est plus grand que la Méditerranée, oui. Mais il est plus grand que la Méditerranée, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de sel que la Méditerranée. L'Atlantique est plus grand que la Méditerranée. Mais la Méditerranée, il y a beaucoup de sel que l'Atlantique. Parce qu'elle est trop petite, elle est peu profonde, donc il y a beaucoup d'évaporation. C'est pour cela que les poissons de la Méditerranée, c'est mieux que les poissons de l'Atlantique, parce qu'ils sont plus salés et un environnement qui est très salé. Et il y a l'oxygénation. Mais automatiquement, la Méditerranée, il y a peu d'oxygène par rapport cette fois-ci à l'oxygène qui est dans l'Atlantique, parce que l'Atlantique, elle est plus ouverte. Mais entre les deux, il y a des courants dans le détroit de Gibraltar.
Vous vous souvenez? La partie précédente, on a parlé d'allopatrique, péripatrique, des territoires adjacents, là, à côté de l'autre. Je peux utiliser la Méditerranée comme un territoire, l'Atlantique comme un territoire. Il y a des courants de la Méditerranée, il y a des courants qui viennent de l'Atlantique, et tous les deux vont venir s'entremêler dans le détroit de Gibraltar. Donc, automatiquement, les courants les plus denses sont ceux de la Méditerranée. Ils sont plus salés. Ils vont descendre au-dessus des courants qui sont moins salés et moins denses de l'Atlantique. C'est comme, si vous vous souvenez, dans la géodynamique externe, en SA, c'est les phénomènes de subduction. La croûte océanique, elle est très petite, moins large que la croûte continentale. Mais lorsqu'il y a une subduction, il y a la croûte océanique qui s'enfonce sous la croûte continentale. هذيك اللي صغيرة كتخشم تحت هذيك اللي كبيرة. Elle est plus petite, mais elle s'enfonce. C'est parce que tout simplement, elle est plus dense. C'est la même chose pour les courants océaniques. Et tout cela, pourquoi? C'est comme ça qu'on reconstitue un peu les paléo-environnements anciens. Et bien sûr, l'existence des forces de courant, ils peuvent désarticuler un peu les squelettes et les ossements anciens. Plus il y a un courant, plus c'est très difficile de retrouver un fossile en entier. Et l'abondance de la nourriture. Là où il y avait beaucoup de nourriture, je vais trouver beaucoup de fossiles. Et là, du point de vue statistique, si je ne trouve pas beaucoup de fossiles, c'est-à-dire que l'environnement n'était pas vraiment adéquat pour ces fossiles. Tous les groupes donnent donc des indications, mais certains groupes sont plus favorables par rapport à d'autres. C'est l'exemple le plus connu, ce sont les ostracodes de la Nouvelle-Zélande. Il a été constaté que ceux à différentes profondeurs. Les ostracodes, ce sont des fossiles et des microfossiles, des nanofossiles. Il y a même des nanofossiles. Il y a aussi des fossiles qu'on peut trouver à la loupe. Bien sûr, il y a des ostracodes qu'on peut trouver, de voir à l'œil nu, mais les différents types d'ostracodes, les différentes espèces d'ostracodes, etc., ils sont de très bons indicateurs du milieu et surtout de la profondeur du milieu. Un autre exemple, le phosphate. Le phosphate, on le connaît, c'est une ressource naturelle qui se forme dans des conditions particulières. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que certains poissons ils utilisent le phosphate, l'apatite qui existe dans le phosphate, mais je vais parler seulement de l'environnement. Le phosphate, il faut avoir des poissons, des squelettes de poissons, pour avoir le phosphate. Et ces poissons, je dois le voir en grande quantité, c'est-à-dire je dois avoir le cimetière, le maqbara nta le poisson. Plus j'ai un grand cimetière, et plus j'ai beaucoup de poissons, plus j'ai beaucoup de squelettes de poissons, puis j'ai la chance de trouver. Alors, je ne vais pas trouver beaucoup de squelettes de poissons dans un milieu qui est large, qui est ouvert. C'est-à-dire, il me faut un milieu qui est fermé. Fermé, première des choses. Confiné, c'est-à-dire anaérobique. Anaérobique, oxynique, c'est-à-dire beaucoup de carbone. Anoxique, c'est-à-dire que l'environnement, il n'est pas viable. Anoxique. Tous ces termes-là, on peut l'utiliser. Où est-ce qu'on va trouver ces termes? Où est-ce qu'on va trouver des poissons? On doit trouver des poissons, c'est-à-dire je dois avoir de l'eau salée. Donc les lagunes, comme la lagune de l'Oualidia actuellement, la lagune de Moulay Bousselham. Mais au Maroc, à la fin du Crétacé, comme par hasard, il y avait beaucoup de lagunes. Il y avait l'Atlantique qui a pénétré jusqu'à Ouazzam, ou la Dabdoun, etc., etc. C'est pour cela que le Maroc elle est très riche en phosphate. Pour trouver le phosphate, donc, il peut nous donner des indications sur la profondeur. Donc, on peut facilement reconstituer la paléogéographie, c'est-à-dire la géographie ancienne, avec
deux buts. Un premier, de tracer les anciennes positions des continents. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qu'il existait un supercontinent entouré par le Ponta Lhasa. Donc, on a pu reconstituer un peu la dérive des continents. C'est-à-dire qu'on a pu reconstituer un peu les pôles anciens. D'autre temps, on peut illustrer les modifications dans le temps de la distribution des montagnes. J'ai parlé tout à l'heure de la subduction, abduction, etc., etc. Alors, tout compte fait, il faut savoir une chose. La Terre, on avait toujours des océans, plus de 75% d'eau, même plus de 80%. Il y avait toujours des continents. Sauf à les continents, c'est comme des puzzles كنلعبوا بهاد les continents. دابا l'Afrique هنا, l'Europe هنا, l'Amérique هنا. واحد الوقت كانوا مجموعين كاملين dans un supercontinent Ponta Lhasa. Dès que Ponta Lhasa, une seule mer, un seul océan, d'abord تقسم la Méditerranée, l'Atlantique, la mer Rouge, l'océan Indien, l'océan Pacifique, etc. Et pour cela, pour étudier une étude paléogéographique, maintenant la science elle est très développée, on peut utiliser le paléomagnétisme, c'est-à-dire les pôles anciens, les pôles actuels, etc. On peut utiliser le paléomagnétisme, on peut utiliser encore les anomalies magnétiques, on peut utiliser les histoires géologiques, on peut reconstituer un peu la paléogéographie, le paléoclimat. Maintenant le paléoclimat il est très important. Pourquoi ? C'est le plus important. Maintenant, tout le monde parle il parle du réchauffement climatique, l'effet de serre. Là, on est actuellement un environnement actuel, un environnement qui va se développer. On parle d'ici 50 années, d'ici 200 années, etc., 2 siècles, etc., prochains. Mais la Terre, la vie de la planète Terre, c'est 4,6 milliards d'années. Des changements climatiques, ils y ont été partout. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de climat, on ne parle pas d'une dizaine d'années, on ne parle pas d'une année, etc. Il y a de la météo, il y a taxes, il y a des changements, etc., etc. Mais lorsqu'on parle de climat, c'est un changement qui peut être à l'échelle planétaire. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, transgression, régression. Alors, la distribution des planètes, ça se fait, on a les latitudes, on a les longitudes. Alors, l'exemple le plus simple pour la paléogéographie, parfois c'est ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Je vois le principe d'actualisme. Tout ce qui se passe actuellement s'est passé il y a longtemps. Maintenant, on voit le désert ici. Au sud de Daouat, il y a Marzouga, etc. On voit le désert. Il y avait toujours des déserts dans le monde. Les océans, il y avait toujours des océans dans le monde. Mais maintenant, on voit le sable, le milieu désertique actuel. Mais parfois, lorsqu'on va à Aoufous, une zone qui est au sud immédiat de Rachidia, à quelques dizaines de kilomètres, on trouve des sables. Des sables de plage, par exemple. L'étude nous donne des sables de plage. Ces sables de plage dans la région Nta Aoufous, ils ont été datés par datation géochronologique et par datation relative au Crétacé. C'est qu'au Crétacé, il y avait la mer ici. C'est-à-dire, il y avait des changements de latitude. Comme par hasard, pendant l'ère primaire, je vais vous donner un autre exemple. Pendant l'ère primaire, le pôle glaciaire qui existe actuellement, l'Arctique, du côté nord, scandinave, Norvège, etc., à Norvège, l'Alaska, tout ça, et le côté antarctique sud, au sud de l'Australie, les côtés glaciaires, le pôle, il était à proximité du Maroc. Et le pôle glaciaire, il était au Maroc. Et les étapes à l'extérieur, c'était des étapes qui sont un peu désertiques. Peut-être la Norvège, il y a 100 millions d'années, c'était le désert. Norvège, comme Sahara. Ou كتلقى des terrains qui sont désertiques de quelques millions d'années. ولكن حنايا au Maroc, on était dans un milieu glaciaire, c'est-à-dire les Esquimaux, s'ils étaient en vie, bien sûr, il n'y avait pas les humains, il y a 100 millions d'années, les Esquimaux كانوا يعيشوا في المغرب, mais les Esquimaux animaux qui ont vécu. Peut-être nos dinosaures ont vécu ça. En outre, alors l'histoire évolutive des groupes de plantes et d'animaux supérieurs, peut indiquer le moment où ils ont été reliés ou bien isolés. Il y a des dinosaures, les mêmes dinosaures,
les mêmes familles de dinosaures كاينين au Maroc ou dans l'Afrique du Nord ou كاينين dans le bassin de Newark Basin à l'Amérique du Nord. Les mêmes dinosaures, la même espèce. Alors, est-ce que les dinosaures nagent? Non, ils ne vont pas nager. Ils ne nagent pas. C'est-à-dire tout simplement que l'Afrique et l'Amérique, elles étaient liées l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire les dinosaures, ça c'est l'Afrique, l'Amérique, ils marchaient. Eux, ils marchent, ils ne nagent pas. Ils marchaient. Ils s'accouplaient. Mais avec la séparation de la reproduction entre de l'Atlantique et la création de l'Atlantique, c'est l'isolement reproductif. C'est ça l'isolement reproductif que j'ai évoqué tout à l'heure. Bien sûr, la distribution des espèces, c'est selon les pôles, selon les latitudes, selon les longitudes, mais il y a un contrôleur général qu'il faut suivre, c'est le climat. Le climat, le contrôleur général qui va contrôler un peu l'équilibre au sein de la planète Terre. Lorsque je dis équilibre, je ne parle pas de l'équilibre de la Terre en elle-même, avec ses volcans, avec ses séismes, mais je parle pas seulement du paléobiotope, de l'environnement, mais je parle de la paléobiosynose, des relations entre les espèces qui sont en train de vivre, que ce soit les relations intraspécifiques, c'est-à-dire les relations les espèces entre elles, la même espèce, et interspécifiques, c'est-à-dire la relation entre deux espèces différentes, c'est-à-dire prédation, parasitisme, symbiose, etc., etc.